Demon Slayer est devenu vraiment populaire uniquement parce que l'anime est incroyable. Le manga en lui-même n'était pas génial. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais Kazuhiko Torishima, l'éditeur historique de Dragon Ball, une personne haut placée à l'époque à la Shueisha et qui a contribué au succès de Dr. Slump et Dragon Ball et qui a drivé Toriyama pour créer le succès mondial qu'on connaît tous aujourd'hui. En vrai, cette phrase, on a l'impression qu'elle est tout droit sortie d'un hater sur X et croyez-moi, il n'a pas dit que ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. Et en vrai, cette phrase, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps et ça m'a donné envie aujourd'hui de décortiquer le phénomène Demon Slayer. Cette vidéo ne spoil pas le manga ni la fin et ne sera pas là pour vous donner des anecdotes sur la construction de l'histoire, de faits historiques et des légendes japonaises. Ça, je le ferai bien plus tard. Et trigger warning, disclaimer, je ne suis pas là pour trash talk, pour être la haineuse de Demon Slayer que vous pensez que je suis, ou en tout cas mes haters, c'est les personnes un peu trop sensibles à la critique et qui pensent que Demon Slayer est le manga de leur daron, pensent que je suis. Je pense qu'il est bon de rappeler que je suis là pour donner un avis personnel, mais aussi d'étudier des chiffres et pour vous permettre de vous faire votre propre avis. Je tiens à le redire, j'aime énormément Demon Slayer, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir avoir un avis autre que c'est génial à 100%. Et vous le savez, c'est le principe de ma chaîne. Alors ceux qui ne sont pas capables d'entendre autre chose que c'est génial, merci de passer votre chemin. C'est là-bas la sortie. Je suis fan de Nana et Berserk. Bon, ok, c'est des œuvres parfaites, mais je suis aussi fan de Jujutsu Kaisen. Et il y en a des choses à dire, et en vrai, la fin est éclatée. Ça ne m'empêche pas d'aimer. Bref, ce n'est pas le sujet, reprenons. Nous sommes le 18 juillet 2025 et le film Demon Slayer, la forteresse infinie, sort au Japon et c'est sans précédent. 5 millions d'entrées en 4 jours, dont 3,6 le premier week-end, 91 millions de dollars de recettes en 11 jours, éclatant toutes les statistiques du Train de l'Infini qui avait déjà éclaté les statistiques du Voyage de Chihiro du studio Ghibli. Et je vous avoue, ça m'avait fait un peu mal. J'ai même une amie au Japon qui m'a dit qu'elle avait eu du mal à trouver des places, même dans la périphérie de Tokyo, pour être à peu près bien classée dans une salle de cinéma. Il faut savoir que le film, tout était booké en 10 minutes lors de la sortie des préventes des billets. Le phénomène est juste exceptionnel, c'est cosmique à quel point ce film était attendu. Ufotable et Aniplex actuellement, là ils sont comme ça. En fait, il faut mettre infini dans son titre pour avoir une infinité de thunes. Il faut comprendre que c'est depuis 2019 que Demon Slayer fait partie des gros succès en manga, mais aussi des animes les plus vus et les plus bankable de l'histoire. Un phénomène monstrueux, mondial, qui a choqué tout le monde. Mais est-ce que c'est comme dit Torishima grâce à l'anime? Le manga y est quand même pour quelque chose. Où doit-on nuancer le propos? Pour comprendre ce phénomène et pouvoir en tirer quelques conclusions, on doit retourner plus de 10 ans en arrière. Ryuhara Gotoge, mangaka de Demon Slayer, fait des one-shots, mais ils ne sont pas très concluants, après en avoir publié 3 avec l'aide de son tanto. Et je rappelle quand même, parce que je sors le terme tanto, mais il faut que vous compreniez que les tantos, donc les directeurs éditoriaux, c'est extrêmement important dans le monde du manga, car ce sont eux, comme le fameux Torishima que vous avez en début de vidéo, qui vont driver les mangaka. Ils vont les motiver, mais également les aiguiller sur la marche à suivre, sur quel personnage annuler ou approfondir, quel pan de l'histoire prendre. C'est un espèce d'œil extérieur professionnel, et ces personnes sont censées vous amener vers le succès. Et on peut noter par exemple qu'aujourd'hui, un des plus grands tantos de sa génération, c'est bien Shihelin. J'ai eu la chance d'ailleurs de le recevoir sur ma chaîne grâce à Kurokawa, en interviewant du coup Shihelin, mais aussi l'auteur de Centuria. Et d'ailleurs, Shihelin, c'est son tanto, mais c'est aussi le tanto de Tatsuki Fujimoto sur Chainsaw Man, Yukinobu Tatsu sur Dan Dadan, il est aussi derrière Spy Family et bien d'autres œuvres. C'est vraiment le GOAT des GOAT. Mais du coup, revenons sur l'éditeur, le tanto de Gotoge. Monsieur Katayama va lui soumettre une idée qui va être le début du succès de Demon Slayer. Cette idée, c'est de reprendre le premier one-shot qui lui a valu un prix du nom de Kagarigari. Et rien qu'à voir les images de ce one-shot, on voit toute la base de Demon Slayer, que ce soit au niveau des dessins ou même des personnages et de l'univers. On voit des similitudes comme Michael Jackson, Musan, sauf que le concept va être retravaillé et beaucoup moins sombre. Oui, parce qu'à l'époque, pour faire une série longue, ça n'a pas été accepté parce que Kagarigari, c'est un peu trop glauque. Et il va falloir être un peu plus shonenesque et un peu arrondir les angles pour passer dans le Shonen Jump. Et pour le rendre moins sombre, on va changer le personnage principal et le rendre plus shonenesque. C'est comme ça que Tanjiro va être créé. Un personnage moins froid qui aura l'étoffe d'un héros classique. Nous sommes le 15 février 2016 et le premier chapitre de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, sort dans le Weekly Shonen Jump. Et malheureusement, ce n'est pas un énorme succès. Et pour avoir cherché dans les top Oricon, explication du top Oricon. Le top Oricon, c'est le top le plus fiable pour connaître les ventes de mangas par semaine, par mois et par année du Japon. Et ce top permet de faire un classement des meilleures ventes et des mangas les plus populaires. Fin d'explication du top Oricon. Donc ouais, je cherche dans ces top Oricon et c'est pas une dinguerie en termes de vente. Alors certes, il est quand même bien noté dans le Shonen Jump, il est bien accueilli, mais sur le global, c'est pas fou quoi. Et oui, j'ai regardé les ventes à l'année, les ventes par semaine, il n'apparaît
pas forcément dans les top 50 et encore moins dans les top 30 pendant presque 2 ans. Sauf en 2018 où il apparaît enfin à la 24e position après 13 tomes de parus, cumulant 1 345 000 tomes de vendus en 2018. Vous allez me dire, ça a dépassé le million. C'est bien, oui, mais c'est pas une dinguerie pour un titre du Shonen Jump, qui plus est un titre très shonen, et comparé à ce que vous allez voir après. À titre de comparaison, l'Attaque des Titans a vendu 1,5 million juste avec le 24e tome la même année. Et vous allez me dire, mais c'est parce qu'il n'y avait pas l'animé, c'est pareil pour les autres mangas. Que nenni, jeune bougre, ce n'est pas forcément une raison. The Promised Neverland, qui est sorti en anime début 2019, était déjà très bien placé dans le top Oricon avant, notamment un tome 7 en première place des ventes en janvier 2018, et Jujutsu Kaisen également, qui a commencé en 2018, va voir dès son premier tome une place dans le top Oricon, alors qu'on rappelle, l'anime est sorti en 2020. Donc oui, ce n'est pas grave de dire que de 2016 à 2018, c'était pas la folie en termes de vente pour Kimetsu no Yaiba. Il commence à prendre un petit peu plus de place dans les tops à partir de 2018, ce n'est pas non plus la folie en termes de vente, même au niveau des classements, ça se voit, c'est pas grave. Petit point important, quand un titre est apprécié dans le Shonen Jump et qu'il apparaît quand même dans le haut du classement, des titres qui sont lus dans le magazine, ça lui permet de rester. Il y a des séries qui s'arrêtent au 4e tome, qui ne voient pas la possibilité de faire une série longue, et oui, les magazines de publication, quand ça ne marche pas, ça ne fait pas de cadeau. On ne dit pas que Demon Slayer était un flop total, et ne pas être dans le top Oricon ne fait pas de vous non plus la risée du manga et le plus gros flop de l'année. C'est plutôt le classement dans chaque magazine qui va vous permettre de perdurer ou pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on ne performe pas tant que ça qu'on n'a pas le droit à une adaptation animée. Et fort heureusement pour Demon Slayer, une personne de chez Ufotable, le fameux studio derrière la série des Fates, entre autres, acclamé et respecté pour sa qualité d'animation et surtout des visuels spectaculaires, cet employé de chez Ufotable va glisser l'idée d'adapter Demon Slayer. En fait, il aime bien la série et il pense que ça pourrait être cool de l'adapter. On peut dire que ça a été l'histoire juste d'un coup de cœur pour la série de la part de quelqu'un du studio qui a fait que l'œuvre soit tombée entre les bonnes mains du bon studio qui allait adapter avec brio Demon Slayer et créer l'impossible. Nous sommes le 6 avril 2019, le premier épisode de Kimetsu no Yaiba sort. Et comment vous dire que ce premier épisode a convaincu tout le monde. Et c'est allé au-delà des espérances que l'on pouvait avoir de cette adaptation. Tout est parfait visuellement, exceptionnellement beau, les pas dans la neige, on dirait presque du réalisme, les chara-designs sont beaux, inspirés du manga et je trouve personnellement presque embellis. On est dans le Japon de l'ère Taisho, une famille un peu pauvre qui vit dans la montagne, une scène sanglante. On est choqué directement après avoir été attendri par cette famille chaleureuse. Le lien entre frères et sœurs, tout est là pour piquer le cœur des personnes qui sont assises sur ce canapé à ce moment-là, qui découvrent Demon Slayer. On découvre également que l'opening et l'ending sont chantés par nul autre que Lisa. Une chanteuse très connue et extrêmement appréciée au Japon, qui a fait notamment l'opening de Sword Art Online. Les OST, c'est du poulet. Personnellement, quand je tombe dessus, je suis subjuguée par ce premier épisode et ça va être le cas d'énormément de personnes dans le monde entier. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Demon Slayer a eu un peu cet effet Naruto. Je m'explique. Pour les personnes en dehors du Japon, l'effet Japon à l'ancienne, les katanas, le folklore, tout le monde est très friand de ça. Et ça va vraiment cartonner là-dessus. Il a cette recette qui plaît mondialement, parce que pour les Japonais, ce n'est pas compliqué à comprendre, ça fait partie de leur histoire et de leur légende. Et pour le reste du monde, c'est un folklore très apprécié. La recette est bankable, ce n'est pas compliqué à comprendre au niveau de l'histoire, il y a de l'émotion, on a un choc dès le premier épisode, c'est beau que ce soit au niveau des oreilles ou visuellement, et là, du côté du manga, Ufotable va réaliser ce qui n'a jamais été fait avant. C'est l'explosion d'un manga, c'est même plus qu'une explosion, c'est un jamais vu dans l'histoire, car au moment de la sortie de l'anime, Demon Slayer ne va pas toquer à la porte du top Oricon, il va l'exploser et s'installer confortablement dans le canapé et poser ses affaires. Demon Slayer avait vendu 1 345 000 tomes, sachant qu'il y en avait déjà 13. Et bien sur l'année 2019, Demon Slayer passe devant One Piece, l'Attaque des Titans, avec 12 putains de millions de ventes. Est-ce que c'est bon pour vous? Presque 10 millions de tomes vont être vendus en 8 mois. Et dans le top Oricon, tous les tomes vont apparaître dans le top 50. À ce moment-là, on en est au tome 17. On approche quasiment de la fin et les gens veulent savoir la suite alors qu'ils n'ont même pas fini la première saison. Et du côté de la France, c'est Panini qui a la licence. Et ça n'a pas été un grand succès, on va pas se mytho. Qui se souvient des Rôdeurs de la Nuit? Et oui, parce qu'avant l'arrivée de l'animé, c'était les Rôdeurs de la Nuit. J'ai l'impression que c'est encore nos cousins du Québec qui ont encore traduit le titre. Ça suffit.
les idées de titres comme ça. J'adore parler de ça. Je suis désolée, je rigole. Le prenez pas mal. Je sais qu'il y a des viewers au Canada. N'hésitez pas à vous manifester. C'est un énorme flop. En France, chez Panini, ça passe complètement inaperçu, mais lorsque l'anime sort, ils ont la bonne idée de renommer le manga en Demon Slayer, et c'est ainsi que ça fait le plus gros succès manga de l'histoire de Panini. Et l'ascension de Demon Slayer en 2019 ne s'arrête absolument pas là. En 2020, si on regarde le classement des ventes par tome, Demon Slayer occupe toutes les places du début du classement. Et quand je dis toutes les places, c'est de la place 1 à la place 22. Tout ça. Et il va laisser la 23e place à One Piece. Quelle gentillesse, quelle bonté d'âme. Et en 2020, c'est la sortie du dernier tome, qui va être le numéro 1 des tomes vendus cette année-là. Mais si on regarde le classement, Jujutsu est venu lui faire une petite clé de bras. L'arrivée de l'anime a fait bouger les choses. Demon Slayer va continuer à vendre. Les premiers n'ont pas forcément très bien marché, ce qui fait que les gens rattrapent leur retard. Et ça tombe bien parce que l'anime prend quand même un peu son temps, ce qui fait que ça nous laisse le temps de rattraper l'histoire. Un autre point à noter très important, c'est qu'il y a un autre phénomène qui m'a touché également jusqu'à il y a encore pas très longtemps, c'est le fait d'être animé only. Il faut qu'on en parle, parce que c'est aussi ça le sujet de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu les chiffres, qu'on a parlé un peu de ce phénomène, il est temps de parler un peu du ressenti. Et celui-ci sera personnel. C'est le moment d'être open-minded. Je n'ai pas parlé avec des Japonais personnellement de ce qu'ils pensaient de Demon Slayer. Mais en France, on a juste à ouvrir les réseaux ou même à parler avec nos amis autour de nous et les fans de manga en général pour comprendre que beaucoup sont restés animé only sur Demon Slayer. Ou en tout cas, beaucoup ont commencé Demon Slayer grâce à l'animé. Et je le répète encore une fois, l'anime est là pour promouvoir le manga et pour aussi produire des figurines. Mais il est là avant tout pour mettre en avant l'œuvre de base. On peut aussi notifier qu'il y a des animés qui n'aident pas du tout les mangas. On peut parler de Tokyo Revengers et son adaptation Éclatax. Heureusement que Tokyo Revengers avait quand même bien marché en manga parce que vu la qualité de l'animé, c'est un peu dommage, ça aurait pu être 100 fois plus. On peut parler également de Boruto qui dessert complètement le manga, d'où le fait que l'animé soit arrêté pour mieux revenir, on l'espère. Après, d'autres mangas n'ont pas besoin d'avoir une bonne adaptation animée, leur niveau en manga est tellement élevé qu'ils se suffisent à lui-même. Mais pour ce qui est de Demon Slayer, et encore une fois c'est un avis personnel, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le sujet, mais lorsque je suis allée vers le manga pour continuer après la saison 1, parce que je voulais savoir la suite pour ne pas me faire spoiler également, je n'ai pas réussi. J'ai essayé au moins 4 fois en espérant que le dessin s'améliore, et on doit quand même notifier une légère amélioration au niveau du dessin, mais on est loin de l'amélioration qu'on a pu constater sur l'attaque des titans par exemple. Le premier tome de SNK est pas ouf à lire malgré un bon découpage, les dessins sont pas au niveau, mais on doit quand même parler du gouffre énorme de l'évolution exceptionnelle entre les premiers dessins et les derniers d'Isayama. Mais pour ce qui est de Demon Slayer, ce qui m'a dérangé, c'est pas que le dessin soit moche ou quoi, je suis pas hyper fan du chara design, mais c'est surtout le découpage du manga qui ne m'a pas du tout hypé. Je ne suis pas subjuguée par les pages ni par les doubles pages, et on vous demande pas de faire Berserk, mais même Fujimoto pour Chainsaw Man ou encore Akutami pour Jujutsu Kaisen, malgré des styles graphiques particuliers, on peut pas nier que la construction de leur manga, leur mise en page, leur découpage sont vraiment prenants, extrêmement bien maîtrisés, là où Demon Slayer, je trouve que ça pêche. Les dessins sont parfois pas très beaux, on sent que l'auteur s'applique sur certaines doubles pages ou certains moments, mais ce n'est pas non plus un waouh quand je tourne la page. Et ça va être ça mon plus gros problème jusqu'à ce que je fasse cette fameuse vidéo 24 heures pour lire Demon Slayer. Où du coup je me suis forcée à lire et je vais vous dire en toute honnêteté que je n'ai toujours pas apprécié le manga à cause de son découpage. Mais l'histoire m'a quand même tenue et j'ai apprécié ma lecture, et sans spoiler, malgré que je trouve un défaut au niveau de la construction de son manga et de son dessin, et il faut quand même aussi le dire, et ne soyez pas piqués, l'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard. Oui, c'est une expression de vieux, laissez-moi tranquille. C'est une histoire basique, bateau, il n'y a pas de foreshadowing, de scénario compliqué avec plot twist de fou, c'est un peu téléphoné, c'est un cahier des charges classico du shonen, ça n'a rien de révolutionnaire ni d'original, et je vous avoue que si j'avais découvert ce manga avant l'animé, j'aurais drop direct parce que je n'aurais pas vu quelque chose qui m'apporte cette originalité dont j'ai besoin. Alors peut-être que les nouvelles générations ou les gens qui ont commencé Demon Slayer ne sont pas du même avis que moi, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez commencé avec ça et que vous n'avez peut-être pas énormément non plus de points de comparaison. À part si vos points de comparaison c'est une centaine d'isekai et des trucs un peu limites. Là forcément Demon Slayer, incroyable. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une histoire basique, qui n'est pas forcément originale, qui ne casse pas les codes, n'est pas forcément une mauvaise histoire, au contraire, je m'explique. Parce que je vous sens arriver un peu énervé, faire une histoire basique, très shonenesque, qui rentre bien dans les codes du Shonen Jump, c'est pas non plus le plus simple à faire, parce que des histoires basiques, il y en a partout. Mais il faut savoir tirer son épingle du jeu, et un bon dosage, c'est ça la clé du succès.
succès. Prenez par exemple le fait de faire du pain. Il y a énormément de boulangers, c'est un aliment presque basique dans notre alimentation, et pourtant on est toujours à trouver certaines baguettes meilleures que d'autres. Parce que faire du basique, faire du grand public, faire du mainstream, ce n'est pas si simple. Surtout à une époque où l'idée des démons, de l'exorcisme, marche très très bien, et ça sort à l'appel. Donc faire une histoire qui sort du lot avec cette base-là, c'est pas une mince affaire. En fait, je pense que Demon Slayer, ce qui a marché, c'est l'émotion, parce que son plus gros point fort, c'est son écriture. Non pas de son histoire, même si elle est très bien menée, mais bien des différents protagonistes et antagonistes qui vont faire partie de l'aventure. À commencer pour moi par le plus gros point fort, c'est bien Tanjiro. Vous le savez, dans beaucoup d'histoires shonen, on apprécie le personnage principal, mais énormément les personnages secondaires également, voire même plus. Ça va être le cas aussi pour Demon Slayer. Pour One Piece, on adore citer Zoro, Sanji, Jujutsu, on cite énormément Gojo. Mais en vrai, pour Demon Slayer, Tanjiro reste quand même un personnage extrêmement apprécié. Et pourtant, lui aussi, il a un trio avec des personnalités très différentes et également très appréciées. Il y a des piliers tout aussi beaux gosses les uns que les autres, et on a tous nos préférés, mais Tanjiro a tout du héros principal d'un shonen, mais lui, il ne... pas, il est raisonnable, il est intéressant, il est bien travaillé, son background est amené de manière logique, et des personnages travaillés et intéressants, et surtout touchants. Ça va être ça pour beaucoup de personnages dans Demon Slayer, et même les personnages féminins. Donc Gotoge a su maîtriser ses personnages, et c'est pour moi un énorme point fort. Et le fait de faire un duo frère et sœur, ça joue énormément sur l'émotion. Couplé à ça un animé qui a des OST à vous faire tirer des larmes à chaque épisode, ça donne une recette bankable. Puis dernière petite chose à vous notifier quand même, sans vous spoiler, gros point fort, c'est que la fin est exceptionnelle. Je fais partie des gens qui pensent que la fin est en vrai parfaite. C'est énorme de maîtriser son manga pendant autant d'années et de bien terminer une œuvre dans le Shonen Jump. Je suis fan de Jujutsu, je vous le rappelle. L'arc final est exceptionnel et je pense que rajouter à ça en point positif le fait de maîtriser sa fin, ce n'est pas rien. Et c'est ça aussi qui fait que je n'ai absolument pas regretté ma lecture de Demon Slayer. J'en suis même presque contente de pouvoir redécouvrir Demon Slayer à travers l'anime et de ne pas forcément le découvrir directement avec cette adaptation. Pour moi, c'est un peu double cadeau quoi. Et pour reprendre la suite de cette citation de Torishima que je vous avais teasé en début de vidéo, il dira juste après: c'est comme si le manga avait fourni les grains de café et que l'anime s'occupait de toute la préparation de la boisson, jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose de vraiment spécial. Là, je sais, vous dites là, c'est vraiment un rageux sa mère, mais en vrai, si on décortique la phrase, il a pas totalement tort. On ne peut pas nier que l'œuvre de base, c'est bien celle de Gotoge. Sans son œuvre, sans ses idées, son scénario et ses personnages, on n'aurait pas l'anime d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas nier que le travail qui a été fait sur l'animation a été un des plus beaux glow-up et un des plus beaux travaux qui a été fait pour moi sur un manga adapté en animé. On sent toute la passion et l'amour qui a été mis dedans, sachant que Gotoge a participé à l'élaboration de l'animé. L'auteur était présent lors des réunions pour donner son avis, mais Gotoge a quand même laissé à la liberté d'adapter comme Ufotable le voulait. Ils ont adapté à la lettre le manga en le sublimant. Et aujourd'hui, vous le savez, un animé qui marche, c'est un animé avec un bon opening, une belle animation et une histoire où on n'a pas forcément besoin d'activer son cerveau à chaque fois. C'est peut-être ça le point fort d'aujourd'hui pour être mainstream et toucher le plus de monde. Aujourd'hui, il y a des animes que tout le monde connaît. Vous connaissez sûrement Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ? Il reflète le monde actuel. Et ces films ne m'intéressent pas. Je laisse donc la nouvelle génération gérer l'industrie actuelle. Cet homme que vous voyez là, c'est Rintaro. Il a animé Astro Boy, il a même travaillé avec notamment Katsuhiro Otomo sur Memories, et c'est littéralement le papa dans le monde de l'animation. Mais c'est un homme d'une ancienne génération, tout comme Torishima. Ils ont tous les deux beaucoup œuvré pour le monde de l'animation et du manga, mais je pense qu'ils sont fatigués. Peut-être qu'aussi ils ont les yeux grands ouverts sur cette industrie qu'ils ont vu évoluer, notamment au travers des nouvelles technologies. Ils voient les changements d'époque, les nouvelles générations, ce qui marche, ce qui ne marche plus, et ce qui continue de marcher. Peut-être qu'ils sont nostalgiques de cette période où on prenait plus le temps, où on faisait plus du cinéma que du spectaculaire. Et Demon Slayer, c'est un peu le reflet de cette société qui aime poser son cerveau, qui aime les émotions, qui aime le spectaculaire, qui en veut plein la vue. Ghost in the Shell et Akira ou même Evangelion sont des œuvres où on en prend plein la vue, mais surtout d'un point de vue cinématographique. Et que ce soit du Jujutsu Kaisen ou même Demon Slayer, ils sont à l'opposé d'un Akira, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste différent, c'est juste une autre génération, une autre époque. Et en vrai déjà à cette époque-là avec Dragon Ball, on a beau dire mais ça a quand même ouvert la porte à pas mal de choses, même avec Senseiya, parce qu'on n'a pas cessé de faire du Dragon Ball bis. Même si beaucoup, pour moi, ont dépassé le maître, ça reste quand même des descendants de cette époque, Senseiya, Dragon Ball et j'en passe. Pour moi, Demon Slayer a vu son succès grâce à l'anime. Mais il y a énormément d'œuvres aussi qui ne voient pas le succès alors qu'elles sont bonnes. D'autres voient du succès alors qu'elles sont moyennes selon nous. Demon Slayer est rentré dans l'histoire, qu'on le veuille ou non. Et il est actuellement à 50 millions de tomes de dépasser Naruto, en moins de 10 ans. Sans Ufotable et son anime, il n'en serait pas là. Ne nous basons pas sur les chiffres pour savoir quel est le meilleur manga. Nous sommes dans une époque de la hype, mais aussi du fast-food et de l'instant présent. Un vrai classique, c'est une œuvre dont on parle encore 30 ans, 50 ans après. Mais cette hype aussi, ça change la donne et ça nous apporte aussi des
des événements, des avant-premières, la communauté s'agrandit et avec ça son lot d'abrutis. Et ça c'est pas grave, parce que la passion manga passera toujours au-dessus. Tant qu'on passe un bon moment au final, que demander de plus? Bye bye les Nakama.